Il nous a semblé absolument nécessaire que ça apparaisse, comme l'a dit Franck tout à l'heure, dans les thèmes du grand débat. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Mais il y aura un autre débat du même type qui va être organisé à Toulouse, n'est-ce pas, Madame Tutupika, donc la semaine prochaine, un peu sur des thèmes un peu équivalents. Et ensuite, d'ailleurs, nous allons, c'est ce que j'ai évoqué, continuer avec les internautes sur le site du Grand Débat, en envoyant d'ailleurs à la fois les fiches que vous avez reçues et également vos propositions, ce qui résultera de cette soirée. Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, les trois thèmes que nous avons entre les experts décidé de vous proposer, la ville et sa périphérie durable et la santé. C'est Denis Miro qui appartient au Conseil de santé publique et qui est le président de la commission sur les risques associés à l'environnement au Conseil de santé publique qui va animer ce thème. Ensuite, alimentation, produits de consommation, comment s'assurer qu'ils sont sains, et faut-il modifier nos modes de vie pour vivre mieux? C'est Robert Barouki, peut-être avec moi, je ne sais pas, on verra. En tout cas, Robert Barouki de l'Université Paris-Descartes qui animera ce thème. Et le troisième thème, donc sur les déchets, comment les réduire, comment les traiter. Et donc c'est Eric Van Ulmuch. J'ai bien prononcé, parce que malheureusement Philippe Hubert est malade et il ne pourra pas être là. Donc Eric qui animera ce thème et qui représente l'Institut de physique du globe. Voilà, donc je n'irai pas plus loin, vous voyez, j'étais brève. Alors vous allez avoir un petit film maintenant, un petit film qui dure 5 minutes en fait, et qui a été projeté au début des rencontres, des rencontres santé-environnement, des rencontres nationales santé-environnement, il y a 3 semaines, à Bordeaux, et qui est un micro-trottoir. Vous allez voir, c'est très bien, ça pose bien les questions. Merci. Est-ce que la notion de santé-environnement me parle? Oui, ça me parle tout à fait. Non, c'est une notion qui ne me parle pas. Je sais pas, on entendrait peut-être le bien-être, la nourriture, mieux se nourrir. C'est les incidences de l'environnement et la dégradation de l'environnement sur la santé. Les questions de santé et d'environnement, pour moi, sont liées. Donc si l'environnement est propre, les conditions de santé le sont également. Est-ce que pour vous, c'est un sujet important? Oui, clairement. Bien sûr, surtout maintenant. Sincèrement, non. L'environnement, aujourd'hui, a un impact sur la santé, notamment en ce qui concerne la nourriture, par exemple. Moi, je suis très sensible à ça. Je suis infirmière, moi. Donc l'environnement, je sais que ça a des conséquences, dans un sens ou dans un autre, sur la santé des humains. Ça me concerne personnellement, puisque je suis agriculteur et qu'on utilise des pesticides depuis des années. Les impacts environnementaux qui m'inquiètent le plus, c'est la dégradation de l'air. Et aussi les pollutions indirectes, celles qu'on ne voit pas. Tout ce qui est produits chimiques dans les cosmétiques, ou les produits ménagers ou autres. Tout ce qui est engrais chimiques, le glyphosate, toutes ces choses-là. Parce que moi je vis à la campagne et je le vois au quotidien. À titre personnel, j'ai parfois des difficultés au niveau respiratoire. Donc dans mon cas personnel, ça va plutôt être la pollution. La pollution sonore est épouvantable, la pollution visuelle. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est sur l'alimentation. Est-ce que je pense être plus exposé qu'il y a 20 ans? Au niveau des risques, ouais, je pense qu'on est un peu plus exposé. Ouais. Ça dépend, en même temps je dirais qu'on est plus sensibilisé, mais est-ce qu'on est plus exposé? Donc c'est un peu paradoxal. Je pense que le risque a grandi, mais qu'on en a plus conscience. L'institution qui a le plus d'impact sur la protection de l'environnement, à mon point de vue, ça va être l'État. Parce que l'Europe, c'est assez général. Après, il faut se rapprocher des territoires, jusqu'à même les entreprises, en fait. Il faut que les entreprises, elles soient conscientes de ce qu'elles font et qu'elles agissent en fonction des impacts qu'elles vont avoir sur l'environnement. Je pense que ceux qui sont plus proches des réalités, ce sont les maires, parce qu'ils assurent en plus un lien social. Je pense que remettre ça à une échelle d'abord nationale puis régionale, ce serait une très bonne chose. Et après, c'est l'action des départements et des régions. Je pense que c'est là où c'est le plus pertinent que d'une action décidée nationalement. Parce qu'il y a des ressources sur certains territoires, il y a des enjeux qui sont propres à chaque territoire. Pour moi, tous les échelons sont indispensables. Après, il faut que ce soit impulsé effectivement du plus haut niveau et que ça redescende effectivement vers les habitants.
Il est évident qu'un maire ne peut pas aller contre certaines directives de l'État, ni contre certaines directives de l'Europe. L'État, dans un premier temps, qui doit donner des consignes aux régions et aux mairies. Je pense que c'est une concertation de chacun des différents acteurs et responsables politiques. Comment ma collectivité intervient dans ce domaine ? Je ne sais pas du tout ce qu'on peut mettre en œuvre, ou ce qui est mis en œuvre. On a des panneaux où ça affiche l'indice de pollution. À part le tri des déchets, bon, ça on est quand même assez bien informé, mais pour le reste, je ne connais pas ce qui se passe, mais ça m'intéresse. Je pense que s'ils font des efforts pour le tri sélectif, pour la pollution sonore en ville, un petit peu. Aujourd'hui, on trie nos poubelles. À part ça, dans nos campagnes, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pas grand-chose. Il y a pas mal de choses qui sont faites par la collectivité locale et qui nécessiteraient une communication positive. J'ai vu des panneaux d'information de la mairie sur ce qu'elle faisait, il y a de la communication qui est faite là-dessus. Après, j'ai pas le détail forcément de ce qu'elle fait concrètement. Le meilleur moyen pour en être informé, un peu plus sur les réseaux sociaux. Je pense que ça doit d'abord passer par la prévention. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire et ne pas faire pour se protéger, et ensuite agir directement, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen pour être informé et pour que la population aussi s'immisce vraiment dans ce type de questionnement, de faire des tables rondes, des réunions publiques avec les différents intervenants, par exemple. Moi, ça me plairait, je viendrais. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'informations, mais des informations qui ne sont pas lues, qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas expliquées. Parce qu'en milieu rural, on n'a pas... Il n'y a pas d'information communale concernant l'écologie, quoi. Je pense que ce serait bien d'organiser des grandes réunions, vous voyez, sur la place publique pour inviter les gens et aussi recevoir peut-être une newsletter par mail, pas par papier, pour rester écolo. Je pense que ça passe par plus de sensibilisation des personnes, parce qu'en fin de compte, il y a déjà pas mal de moyens qui sont mis en place. Il faut juste que... Il y a certaines personnes, il faut leur mettre un petit coup de pied aux fesses. En un mot, l'action de ma collectivité pour protéger ma santé des dégradations de l'environnement devrait être prioritaire. L'action de la collectivité devrait être humaine. Plus présente dans les quartiers dits sensibles ou dits en difficulté. J'irais responsable. Je voudrais qu'elle soit efficace et puis surtout claire. Elle devrait se faire en douceur. L'action de ma collectivité pour protéger ma santé devrait être plus communicative. Elle devrait être visible. Maintenant, je vais passer la parole au premier, animateur du premier thème, Denis Mirou, je te laisse. Je ne peux pas m'empêcher d'être abasourdi ce soir. Nous savions tous l'extraordinaire dynamisme de Franceline, mais nous ne savions pas quelle est la puissance sur le temps. Pas le temps de Chronos, mais le temps qui fait. Aujourd'hui, on est au 3e jour. Elle a choisi aujourd'hui, sans le savoir il y a 15 jours quand elle s'est initiée cela, mais elle a décidé qu'aujourd'hui serait un jour de 3e pic de pollution atmosphérique. C'est quoi ça? C'est l'accumulation, c'est deux grands phénomènes. C'est d'une part un phénomène météorologique. On est dans une période anticyclonique qui empêche que les polluants émis par notre ville et les autres grandes villes soient renvoyés chez le voisin, un peu plus loin, diffusés. Mais le fond, c'est la production de ces polluants. Et la production de ces polluants, c'est pour une part extrêmement importante. Ça dépend bien entendu des polluants, il y a des proportions variables, mais c'est d'une part les transports. C'est le cas pour à peu près 60% des oxydes d'azote. C'est le cas pour de l'ordre de 20% des particules fines. Et puis, c'est le résidentiel. Alors là, les rôles sont inversés. C'est principalement 40% les particules et de l'ordre de 20% pour les oxydes d'azote. Alors, je fais le pont en rappelant ces chiffres avec le bâtiment, c'est 40% des consommations énergétiques totales de la France. Alors, ce n'est pas seulement la ville de Paris, c'est au total. Et par ailleurs, le transport, c'est de l'ordre de 20% des consommations énergétiques. Alors, pour le transport, c'est quasi totalement d'origine pétrolière, alors évidemment sauf le tram, le bus électrique et le train. Pour le bâtiment, c'est 60% de consommation issue des fossiles. Et tout ça, c'est non seulement les polluants dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi les gaz à effet de serre. Donc il y a un lien fort entre pollution, gaz à effet de serre, et ces deux thématiques sont tout à fait liées. Alors évidemment avec des conséquences en termes de santé, et probablement le débat nous permettra d'en discuter. Vous avez les quelques éléments dans la fiche de cadrage qui vous a été remise. Mais c'est non seulement polluants et gaz à effet de serre, pour les transports par exemple, c'est également les nuisances sonores, le bruit.
Bon, le bâtiment aussi, avec notamment le bruit de voisinage. Donc, on voit le lien entre ces différentes composantes qui sont liées à l'espace urbain extrêmement dense, très motorisé, avec des mobilités très très fortes et une densité d'habitat et donc de sources d'émissions considérables. Le bruit, c'est bien sûr un facteur de gêne. D'ailleurs, c'est la nuisance environnementale dont souffrent le plus, dont se plaignent le plus les gens. Mais c'est aussi, et on en mesure de plus en plus, et encore insuffisamment, les impacts en matière, pas seulement de bien-être, mais en matière, effectivement, de conséquences sanitaires. Un récent rapport, je vous recommande de lire, il est tout à fait passionnant, de Bruit Parif, parle d'années de vie en bonne santé perdue. Des chiffres sont assez astronomiques. Ce n'est pas tiré d'un petit tiroir, c'est selon une méthodologie élaborée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce contexte, donc, les efforts visant à réintroduire de la nature en ville sont à la fois des facteurs qui vont jouer sur l'adaptation progressive, parce que le changement climatique, l'augmentation des températures, les îlots de chaleur sont là pour des décennies, des siècles. Donc il va falloir bien s'y adapter, des îlots de rafraîchissement, la maîtrise, la requalification des cours d'eau lorsqu'il en existe, l'installation de zones de fontaines, tout ça y joue. Et évidemment, c'est aussi modestement probablement aussi un moyen de maîtriser les mobilités, transport de matières alimentaires, si on s'inscrit dans une perspective de resserrement des liens avec la zone rurale périphérique de nos grandes cités. Voilà les éléments de cadrage. Maintenant, c'est à vous de parler. Comme l'a dit Franceline, l'objectif de ces débats, c'est de faire avancer les propositions qui seront ensuite remises, adressées par les différentes instances. Et nous allons y contribuer au pouvoir public, à tous les 10 mots. À vous la parole, pour qu'enfin, en entendant d'ailleurs nos jeunes, nos enfants, nos étudiants qui sont dans la rue aujourd'hui, est-ce qu'on va vraiment s'y mettre sérieusement et qu'on ne va pas continuer à gesticuler, comme le disent les Anglais, hand-waving, en baissant la vitesse de circulation sur la route à l'occasion des pics, dont tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien, sauf à ce que le préfet puisse dire « on a fait quelque chose ». À vous. Il y a aussi les contributions qui sont apparues, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur les fiches qu'il faut prendre en considération. Et ceux qui ont contribué peuvent aussi s'exprimer à partir de cela. Comme le thème, c'est la ville et sa périphérie durable et la santé, je voudrais concrétiser le débat sur ce point, puisque nous sommes tout à côté du périphérique, donc c'est la périphérie, le périphérique qui est hyper polluant. Nous avons 2 autoroutes à proximité qui démarrent à proximité, l'autoroute A6 et l'autoroute A4. Et pour ma part, moi je vis à Ivry, et le nord d'Ivry est une des zones les plus polluées de l'Île-de-France. Et quand on sait que la pollution en Île-de-France fait 5000 morts par an, selon les médecins de santé publique, ce n'est pas complètement indifférent. Voilà. Et il faut savoir qu'en plus, en prime, cerise sur le gâteau, nous avons un incinérateur dont vous voyez les 2 cheminées qui fument le long du périphérique, qui a longtemps été le premier incinérateur d'Europe, avec 700 000 tonnes par an, et qui est climaticide. Il émet 448 000 tonnes, je dis bien 448 000 tonnes de CO2, de gaz carbonique, gaz à effet de serre. Il produit des particules fines, très fines. Il produit des molécules cancérigènes qu'il émet, également des perturbateurs endocriniens. Et donc, ça aggrave encore, s'il en était besoin, la situation de cette périphérie et qui est extrêmement proche de cet amphithéâtre Buffon où nous sommes. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais je pense qu'il faut... Alors si, ce que je peux dire, c'est que il y a une multinationale qui s'appelle Vinci, le fameux Vinci des autoroutes, le Vinci qui devait faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui a commencé à démolir cet incinérateur pour le reconstruire pour la modique somme d'1 milliard d'euros. Et il va être reconstruit en violation de la loi de transition énergétique qui dispose qu'en 2031, il faudra qu'en France, dans l'ensemble de la France,
on recycle 65% en 2031, qu'on recycle 65% des déchets, et le SICTOM, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Île-de-France, qui s'occupe des déchets de la moitié de l'Île-de-France, a décidé ouvertement, délibérément, de ne pas appliquer cette loi, et s'est donné comme objectif 26% de recyclage en 2031. Moyennant quoi, et ça lui permet d'avoir une surcapacité dans son projet et d'inverser les priorités de la loi de transition énergétique. Au lieu de mettre en priorité le recyclage, le tri et le recyclage, il met en priorité l'incinération qui, quelles que soient les précautions prises, et surtout en milieu urbain dense, comme c'est le cas, est extrêmement nocive. Merci. Donc c'est un sujet sur lequel on aura à revenir sur le 3e thème, puisqu'il traitera précisément des déchets et la place de toutes les stratégies possibles, l'incinération étant un petit élément du dispositif. Oui, merci. Alors bien sûr, faire état d'anomalies, de problèmes, oui, mais encore une fois, l'objet principal, c'est de faire remonter des propositions, des préconisations d'action. Là-haut, à droite, s'il vous plaît. Sinon, je peux parler fort. Non, non, mais à la fin, vous seriez... Je m'appelle Charlotte, je suis étudiante à Paris 7, représentante étudiante, et moi, je suis très porteuse de... Voilà, ça sera mieux. Je soutiens beaucoup les initiatives faites à partir du vélo et surtout concernant les trajets entre la périphérie, et donc évidemment les banlieues, et Paris, puisque ça concerne quand même une grande partie des trajets, les trajets interpériphériques et entre la capitale et sa périphérie. Et comme proposition, c'est difficile aux politiques d'instaurer des initiatives pour promouvoir ce type de trajet, puisqu'en général les gens sont assez frileux, ils sont difficiles à atteindre, et voilà, les initiatives n'aboutissent pas, ça fait un flop total, enfin voilà, c'est beaucoup d'argent gaspillé pour rien. En revanche, peut-être qu'on pourrait justement proposer aux politiques de proposer aux entreprises, voilà, de passer par l'intermédiaire des entreprises, de promouvoir ce type de déplacement à vélo, donc d'essayer de donner des primes ou je sais pas, des aides à l'achat d'un vélo, ou même d'essayer d'organiser des déplacements à vélo ensemble pour que les personnes se rendent compte en fait qu'un trajet par exemple entre Ivry et le 5e arrondissement, au final ils mettent exactement le même temps qu'en voiture, voire même moins, et ça permettrait peut-être de réduire une grande partie de la pollution atmosphérique. Voilà une piste importante. Un peu de sport de l'autre côté de nouveau. Attendez 2 secondes. Tout le monde vous entendra. Bonjour. Moi, je voulais juste rebondir sur le vélo. Je fais du vélo tous les jours, tout le temps. Oui, je suis Elisabeth. Je travaille à Paris Descartes. Je suis bibliothécaire. Donc, moi, je fais du vélo tous les jours. Je fais du vélo aussi en vacances. Donc, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vélo et qui n'a pas trop peur du vélo. Mais je pense que pour développer le vélo, il faut sécuriser les gens. Enfin, je fais partie d'une association où on essaye aussi de faire du vélo à une association professionnelle qui s'appelle Cycle Biblio. Donc, on fait faire du vélo à des collègues. On leur fait faire un tour de vélo. Et je trouve que c'est vraiment important, c'est d'avoir des infrastructures sécurisées comme il existe dans les pays du Nord, au Danemark, aux Pays-Bas, où on a beaucoup de pistes cyclables, parce qu'on pourra pousser les gens à faire du vélo, mais si on ne peut pas leur proposer des espaces sécurisés, ils vont pas se lancer. Si on veut aussi que ça passe par les enfants, si on veut que les parents fassent du vélo avec leurs enfants, il faut aussi leur proposer des pistes cyclables, et on n'en a vraiment pas assez. On commence à en avoir un petit peu, mais c'est vraiment très très peu, et voilà, on est gêné pour faire du vélo. On a l'impression d'être un peu, les gens croient qu'on est un peu kamikaze de faire du vélo, donc je pense que vraiment ça serait... Vraiment, il faut faire un effort sur les pistes cyclables, les aménagements en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment primordial. Bien sûr, merci. Par rapport à la construction de parking, donc qui existait déjà souvent aux portes de Paris, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une commission, une association, que ça leur soit soumis et qu'ils disent non, puisque là il y a un parking de je ne sais plus combien d'étages à Pantin qui a été fermé pour en faire un usage d'habitation, et on se rend compte qu'on ne peut pas en faire des habitations. Est-ce que là, s'il y avait eu une commission, il y a quelqu'un qui aurait dit ben non, ça c'est pas possible. Si vous faites cela, ben les voitures vont rentrer dans Paris. Les empêcher
les empêcher de fermer ces parkings qui sont déjà aux portes de Paris. Non, c'est pas possible. Ah, attendez, vous disiez vous-même qu'il fallait réfléchir et concerter, mettre en place des groupes de réflexion, documenter qu'est-ce qui est possible, pas possible. Donc, non seulement, bien sûr, les autorités auront à arbitrer et prendre des décisions, mais il faut aussi mobiliser les différentes parties prenantes pour voir les avantages et les inconvénients, qui est pénalisé par ceci et cela. Donc la citoyenneté, la participation des différentes parties prenantes est importante dans la mise en place d'un dispositif tel que vous le décrivez. Il n'y a pas que les parkings, il y a aussi les toilettes qui avaient été supprimées et qu'on se rend compte qu'il faut redonner des toilettes à Paris, hein, parce que sinon les messieurs font pipi dans la rue, sur les trottoirs. Voilà, les fontaines, il y en avait hein, aussi. Et on se rend compte que les gens, il faut bien qu'ils puissent se laver les mains ou boire. Donc, et ce serait important, quoi, qu'avant que la bêtise soit faite, on dise halte là, ça, ici, là, maintenant, ça, c'est pas possible. Merci. D'autres prises de parole, monsieur? Je vois un doigt se lever et j'ai... Ah, pardon. Après, ça sera en bas, promis. C'est toi qui me dis quand je dois m'arrêter. Bonsoir, monsieur Ivanov, scientifique. Nul doute que notre modèle est en crise et ça concerne l'environnement également. Sur Amazon, il y a un livre, le titre est le créativisme. C'est un nouvel modèle de société qui, sur une base scientifique, montre que la créativité et l'innovation ont une base objective à construire un modèle de société. À la différence du capitalisme et communisme qui sont construits sur une base qui privilège une partie de la population. Ces modèles prédit en quelque sorte la crise des Gilets jaunes. Également, il explique pourquoi, de nouvelles façons, pourquoi le communisme s'est effondré et pourquoi le capitalisme suit la même tendance avec un décalage de 30-40 ans. Donc, on est dedans. Et comment en sortir? Donc, il y a des répercussions sur les différentes thématiques, incluant l'environnement et l'écologie. D'abord, il faut parler pour une écologie intégrale, qui intègre le gaspillage d'énergie intellectuelle, c'est-à-dire le chômage, le travail répétitif. Quand on gaspille cette énergie-là, on réduit le potentiel innovatif de la nation et les capacités de progrès. Et dans un système capitalistique, quand on ignore cette partie-là, les chômeurs ne peuvent pas suivre financièrement les demandes de transition écologique. Donc, j'ai trois propositions. La première concerne les résidentiels. Isoler les maisons en préférence parce que la technologie est prête. Mais créer un programme qui est différentiel, c'est-à-dire les riches, peut-être, ils peuvent supporter une taxe incitative, mais les gens qui n'ont pas les moyens devront être subventionnés. Mais les subventionner à long terme, c'est-à-dire quand un chômeur trouve du travail, il peut commencer à rembourser. C'est différent d'un crédit. Deuxième proposition concerne le transport. Donc, l'hydrogène n'est pas encore une technologie qui est mature. Pour l'électrique, encore, il faut de gros investissements sur les réseaux. Il faut construire des usines pour recyclage des batteries et fabrication des batteries en France si on souhaite éviter la dépendance de la Chine. D'abord, je pense qu'il faut commencer avec un transport écologique dans les centres-villes, le rendre gratuit pour réduire le nombre de voitures dans les centres-villes. Et l'autre proposition, c'est de développer un modèle attaché des wagons aux rames de métro qui transportent les colis. Ça réduira également le nombre de voitures commerciales jusqu'à 20%.
Donc ça, c'est la proposition. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de réflexions là derrière. Y a-t-il des personnes qui veulent interagir? Il y avait ici. Bonsoir, Aurélie, architecte. J'ai le sentiment que toutes les réflexions qui sont faites à l'échelle de la ville sont mono-orientées. Donc on a une réflexion sur les parkings aux portes de Paris. Bon, je pense que ce serait plutôt aux portes des activités en Ile-de-France qu'il faudrait le réfléchir plutôt. Donc, puisque Paris, certes, concentre une grande partie de l'activité de l'Île-de-France, mais je pense que la première couronne n'est pas en reste, ni les grands pôles, Saclay, les aéroports, etc. Et je pense que cette réflexion doit être multimodale, c'est-à-dire que ces centres d'échange, de flux à ces points stratégiques devraient être réfléchis, par les grands parkings pour garer les voitures, 2 par des transports doux pour les petites distances, soit par la mise en place de parkings vélos à l'image de la ville de Freiburg dans le sud de l'Allemagne par exemple, où vous avez à l'entrée des villes des grands parkings sécurisés dans lesquels vous pouvez laisser votre vélo et si vous habitez très loin en banlieue, vous arrivez le matin, vous récupérez votre vélo, il vous attend et puis vous allez faire vos 15 minutes de vélo pour aller au travail. Et puis d'autres moyens, à l'image de ce qui s'est fait un peu à Paris avec la mise à disposition de vélos, de trottinettes, de voitures électriques, de tout ce qu'on veut. Ça peut très bien être fait à l'échelle de l'Île-de-France et réfléchir à des pôles multimodales. Je ne vois pas où est le problème. Ça peut être fait à petite échelle, ça peut être fait à grande échelle également. Et l'image, le cheminement de la ligne, je ne sais plus combien, du Grand Paris qui fait tout le tour de l'Île-de-France, là, chaque gare a été pensée comme une gare de train. Et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas inclus tous les autres modes de déplacement qui permettraient de rayonner autour de ces gares par des modes de circulation douce, quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Étudiant à Paris 7. Voilà. Alors, la ville et la santé. Alors, j'ai pas tant une proposition à faire, mais il se trouve que juste avant de venir, j'ai lu un article qui est paru là dans le Monde. Et donc, c'est en lien avec la ville et la santé, hein, puisqu'il s'agit en fait de la nature qui doit être reconnue comme sujet de droit. Et notamment là, l'article fait référence au lac Erie. Donc la population en fait doit s'exprimer par référendum donc sur la nature donc de ce lac qui doit être reconnu comme sujet de droit. Ce qui fait que du coup cela permettrait de réguler les activités industrielles, puisqu'en fait c'est le phosphore qui est à l'origine de cette pollution et qui fait que cette algue devient toxique et du coup devient polluante pour les villes. Et donc voilà, alors c'est plus une prise de conscience en fait que je veux juste la relayer. Non, c'est pas tant voilà, c'est pas tant une contribution, mais relayer en fait cet article parce que je l'ai trouvé très bien. Et donc c'est le levier, c'est le droit en fait, et puis la démocratie locale. Donc un style de RIC. Voilà, c'est juste que le droit et le citoyen peuvent tout à fait agir pour réguler les activités industrielles, souvent des multinationales. Et voilà, donc c'est juste ça le message. Merci. La mer et les cours d'eau sont déjà des sujets de droit qui font l'objet d'un droit extrêmement important. Vous suggérez peut-être la biosphère en tant que telle aussi. Les écosystèmes. Ouais.
Oui, bonsoir. Bonsoir Sylvain Rotillon, moi je travaille au ministère de l'écologie et par rapport à ces questions, il y a une vraie difficulté qui est un problème de gouvernance à l'échelle de l'aire métropolitaine. On n'a pas chaque collectivité, puis on voit avec la question qui avait été soulevée sur les parkings aux portes de Paris, à quel niveau on les met. Tant qu'on n'a pas une gouvernance unifiée sur la question des questions de santé et environnement, on n'arrivera pas à faire parce que chaque collectivité va avoir des intérêts divergents. Comme on va vers une autorité unique sur les transports, il faut des autorités organisatrices de ces questions sur une aire cohérente pour l'ensemble des territoires. À travers les documents d'urbanisme, par exemple, de l'échelle on va avoir des PLUI maintenant, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui se mettent en place, qui vont permettre de gérer sur une échelle plus cohérente ces questions sur où est-ce qu'on va installer des secteurs de végétalisés, où est-ce qu'on va développer les questions autour de la place de la nature en ville, de la place de l'eau. Ça doit se penser à l'échelle de la métropole dans sa globalité avec une autorité centrale. Sinon, on est dans du cas par cas, une absence de cohérence et on n'arrive pas à avancer. Daniel Baïbé de l'Université Paris Diderot en biologie. Je pensais sur la question de donc, la périphérie des villes et la santé. On constate que les grandes métropoles s'étendent de plus en plus et que finalement, pour vivre dans ces métropoles, on s'éloigne souvent beaucoup de son lieu de travail et on est amené de plus en plus à faire des trajets de plus en plus grands par rapport à des périodes où on était un peu plus proche de ces lieux-là. Il y a peut-être une piste sur laquelle on pourrait aller qui consisterait à s'interroger sur la place du télétravail et la place des espaces de coworking qui pourraient être construits. Vous parliez des aéroports, vous parliez des zones d'échange. Et je pense qu'il y aurait une réflexion importante à placer sur ce monde-là. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes et qui pourraient éviter des transports inutiles et des consommations énergétiques inutiles. Bien sûr. Mais si on réfléchit aussi au très long cours, l'aménagement urbain, c'est des décennies, des siècles. C'est aussi repenser l'organisation des différentes activités à l'intérieur de l'espace urbain, avec les pôles d'habitat, les pôles de travail, les pôles, etc. Tout ça aboutit à ce que vous dites. Et ça, c'est de la grande projection. Qui d'autre? Jean Nestor, je suis parisien et je suis essentiellement piéton. Mon intervention est piéton, c'est-à-dire transport en commun et piéton. Je fais pas de vélo. J'utilisais les autolibes, mais il n'y a plus l'autolib. Et mon intervention, c'est pour dire que c'est le moyen de transport, être piéton, le moins polluant, le plus économe de tout point de vue, mais on a tendance à l'oublier dans tous les plans d'urbanisme. Moi, je rejoins vigoureusement l'intervention de la dame qui était derrière moi. Il faut penser au trottoir, il faut penser à la coordination des travaux qui font que, actuellement, marcher dans Paris, c'est devenu extrêmement difficile. Il faut penser aux toilettes, il faut penser aux bancs où on peut s'asseoir. Il y a de moins en moins de bancs dans les espaces urbains parce que les municipalités n'aiment pas... Ombragés si possible. Oui, ombragés, etc. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à penser autour de la marche à pied. Il faut penser également à instaurer des règles qui permettent à tous les moyens de transport non polluants comme le vélo, la trottinette ou la marche à pied de cohabiter en bonne intelligence. Voilà, donc mon intervention, c'était pour défendre la protection du piéton. Merci. Votre voisine va défendre le piéton aussi. Bonjour. Yvanne, plaisancière de Plaisance. Et je veux continuer sur la remarque de mon voisin en disant qu'on pourrait intégrer le fluvial. On a des haltes fluviales dans différents endroits. On a maintenant des moteurs électriques sur les bateaux. Donc je pense que ça peut tout à fait rentrer dans ce complément. Georges, parisien, c'est ça. Alors j'accepte d'être filmé, bien que je ne sois pas tout à fait à mon avantage aujourd'hui, parce que, pratiquant le vélo, je suis entré assez violemment en contact avec un élément de l'environnement parisien. Mais bon, j'espère m'en remettre. Non, c'est une observation sur le débat. Moi, je suis très content de la tournure de ce débat parce que, bon,
Après, chaque proposition peut être discutée, mais je suis très frappé par le fait que, Monsieur Chauvin, quand vous avez introduit le débat, vous avez dit que l'environnement était identifié comme une des 4 menaces qui pesaient sur la santé. Et ça m'a titillé un peu, parce que je pense qu'on ne peut pas considérer l'environnement seulement comme une menace, parce que s'il n'y avait pas d'environnement, on ne pourrait pas vivre. Donc l'environnement, c'est des menaces, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités. Et dans le débat, presque toutes les propositions qui sont faites sont des propositions positives. Presque toutes. Presque toutes. J'ai dit presque toutes. Non, pas sur l'incinérateur d'Ivry, peut-être, mais... et je pense qu'il faut vraiment raisonner comme ça. Lorsque les voies sur berge ont été reconquises pour d'autres activités que la circulation des voitures, certes, c'est fait pour réduire l'espace de la voiture et donc lutter contre la pollution à long terme, etc. Mais c'est aussi offrir des services et un espace où on peut faire des tas de choses qui contribuent à l'amélioration de la santé psychologique, physique et sociale. Et je suis moi, très preneur. Je pense que pour la ville et pour sa périphérie, on a des tas de choses à faire pour avoir un environnement contribuant positivement à la santé. Et nous incitant à faire de l'exercice physique prudemment. J'avais vu une main s'élever un peu plus haut. Où était-ce? Ah, ça. En plus ah, ça, c'est les heures supplémentaires, là. Hein. À la Franceline. Non. Oui, je reprends... Ça marche, oui. Je reprends le micro parce qu'en fait, j'avais une proposition qui rebondissait sur le monsieur qui parlait des piétons. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une question de l'occupation de l'espace à Paris, notamment. C'est les voitures qui stationnent et qui prennent quand même beaucoup d'espace. Et je pense qu'on pourrait vraiment réfléchir à cet espace occupé au détriment des piétons. Enfin voilà, ça fait beaucoup d'espace pour peu de gens qui occupent ces voitures. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une question. Il y a des quartiers dans Paris où c'est frappant, ce peu d'espace pour les piétons, on se croise, on se serre, et alors que les voitures, elles occupent un grand espace pour une personne. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une question de cette occupation de l'espace qui est importante à retravailler. Mais alors, justement... Pour rebondir un petit peu là-dessus, l'occupation de l'espace, et moi je le vois en tant que piétonne ou en tant que cycliste, c'est vrai qu'il y a toute une partie de Paris qui est plutôt assez propre à changer de mode de transport. En revanche, il y a une partie de Paris, plutôt le ouest, où le vélo est déjà pas du tout accepté parce qu'en fait toutes les rues sont pavées. Je sais pas si vous avez déjà fait du vélo sur des rues pavées, mais c'est juste insupportable. Et puis il y a aucune piste cyclable, il y a que des voitures, et parce que les personnes qui habitent dans ces quartiers-là utilisent aussi énormément leur voiture. Enfin après là, il y a vraiment une dimension politique qui est très forte, et c'est pas nous, personnes vivant dans l'est de Paris, qui allons nous battre contre les personnes qui vivent dans l'ouest de Paris. Et là-dessus, enfin moi je veux bien, hein, genre il y a pas de souci, mais je pense que il y a les politiques de cette partie seront difficiles à changer s'il n'y a pas quelque chose de plus haut, parce que même la mairie de Paris n'arrive pas à faire flanchir ces mairies d'arrondissement, quoi. Il faut que ça vienne de encore plus haut, quoi. Oui, il y avait... Bonjour, Aurélie Seguin. En fait, je suis à l'Institut des Relations Internationales Stratégiques. Et du coup, on travaille beaucoup sur les prospectives, sur les thématiques alimentation, espace vert en 2040. Et en fait, il y avait trois propositions, peut-être dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je trouve que ce serait intéressant de sensibiliser un peu plus les publics, en fait, dans le cadre de formation, sur le climat, sur la santé, sur toute cette sobérisation, en fait. Donc je pense que l'Université Paris Diderot dispense déjà ce type de programme-là, mais en termes de sensibilisation, je crois que c'est important, en fait, de déconstruire aussi nos modes de pensée, et en fait ne pas aller forcément vers de la pénalisation, en fait, mais vers de la sensibilisation. Après, la deuxième chose, c'était concernant tout ce qui est outils, en fait, dispositifs. C'est vrai qu'on voit beaucoup de smart building, en fait. Et je crois que, d'ailleurs, hier soir, j'étais à une conférence chez Accenture, juste à côté de chez vous, sur le zéro carbone.
Donc je vous invite, mais je pense que vous travaillez déjà avec eux. Et depuis 2007, ils travaillent sur je dirais, les smart buildings aux Pays-Bas. Donc ils ont des process en termes de digitalisation aussi. Bon, après, il ne faut pas se leurrer, hein, voilà, et il le disait très bien hier soir aussi, c'est que voilà, ils ont des clients, notamment des pétroliers, qui sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là forcément pour réduire leurs émissions de carbone. Mais voilà, depuis 2007, il y a des practices qui se passent au sein de l'entreprise et ils veillent en fait à mettre en place de plus en plus de maintenance, par exemple, sur les plateformes pétrolières pour, et notamment également voilà, ce dispositif de smart building aux Pays-Bas pour, voilà, pour avoir des bâtiments en fait, moins énergivores. Et il y a un autre dispositif aussi concernant les trottinettes qu'on voit un peu partout. Donc c'est les dispositifs en fait de free floating en fait, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et il y a un énorme gros vide juridique en fait à ce sujet. Et je pense que ce serait important en fait à un moment donné en fait que voilà, nos gouvernants voilà, prennent en main en fait cette législation-là, parce qu'elle peut permettre en fait tous ces déplacements en fait à vélo, enfin d'augmenter tous ces déplacements à vélo. Voilà. Et pour finir, in fine, c'était concernant notamment le mode de gouvernance. Je crois qu'on est tous responsables aussi de nos. On a toujours été très libres aussi dans notre société. On s'est affranchi en fait de beaucoup de règles. Et je crois que c'est à nous aussi d'être responsables dans le cadre de nos modes de vie, dans le cadre de nos modes de pensée, nos modes de faire, notamment sur l'alimentation, parce qu'on voit bien qu'on veut mieux manger plus facilement, plus rapidement, via des smartphones, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des producteurs derrière, qu'il y a, voilà, que l'eau, on la distribue pas comme ça, c'est quand même un bien mondial qu'il faut protéger. Donc voilà, moi je pense que l'aspect sensibilisation, voilà, on a déjà des dispositifs en cours, donc il faut les consolider. Et puis l'aspect, je dirais, gouvernance, voilà, à un moment donné, on doit vraiment se déconstruire nos modes de pensée pour aller un peu, je dirais, et nos politiques en sont, voilà, en sont responsables aussi. Donc prenons nos responsabilités et essayons d'être le plus, je dirais, modeste possible dans nos modes de consommation. Merci beaucoup. Cette intervention a fait une parfaite transition avec le sujet suivant.